Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Alors aujourd'hui, nous inaugurons avec vous une nouvelle émission qui sera régulière, qui s'appelle Culture Planète. Donc le principe de cette émission, c'est de vous présenter un auteur, un réalisateur, avec à chaque fois un invité. Donc n'hésitez pas à nous proposer des auteurs ou des réalisateurs que vous souhaiteriez que nous abordions dans cette émission. Alors, si vous découvrez notre chaîne à travers cette émission, surtout pensez bien à vous abonner. Alors, j'aurai le plaisir d'animer cette émission avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Philippe. Eh bien oui, j'ai l'immense plaisir de partager ce nouveau format, on peut appeler ça comme ça, avec toi et avec vous tous. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis et de vos idées si vous en avez. Voilà, donc Julie, notre invitée, pour parler de... Ouais. Aujourd'hui, on inaugure donc cette première émission avec le King de la littérature. Donc, je crois que vous l'avez tous compris, nous allons parler du maître Stephen King avec une invitée de marque que je suis ravie de recevoir puisqu'il s'agit d'Émilie. Bonjour. Bonjour Émilie. Alors Julie. Oui. Donc Émilie, donc la créatrice, que dis-je, la fondatrice de la page Twitter. Si je ne dis pas de bêtises, tu as commencé par Twitter. Tout à fait, ça a commencé là. C'est ça. Donc la page Twitter Stephen King France, précisément, qui a depuis fait de petits, dont un site internet, un podcast bimensuel, je crois, une chaîne YouTube. Une page et un groupe Facebook, Discord et Instagram. Beaucoup de petits. C'est une grande famille. Donc on peut dire que tu es vraiment sur tous les réseaux. Tu alimentes énormément en contenu. Je le vois tous les jours. On n'oublie pas non plus la page Tipeee. Oui. C'est vrai. Bah oui, donc vous trouverez Émilie, vous trouverez également le Maybe Planet. Donc vous n'hésitez pas à nous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce et par la même occasion à Émilie aussi. Donc Émilie, je vais te laisser te présenter, te parler de la passion qui t'anime pour Stephen King, comment elle est née et nous parler de ton parcours et du développement de tes différents médias sociaux, si tu veux bien. Moi, King, le souvenir le plus lointain que j'en ai, c'est... en fait, je lisais beaucoup quand j'étais petite, et comme beaucoup de fans de King de mon âge, j'ai 35 ans, j'ai commencé par Les Chairs de Poule quand j'étais enfant. Oui, moi aussi. Et pour moi, voilà, exactement. On est beaucoup à être dans ce cas-là. Et pour moi, exactement. Les Chairs de Poule, pour moi, c'est un peu les harlequins du roman d'horreur pour enfants. C'est beaucoup les mêmes mécaniques, on a des sujets différents, des personnages différents, mais c'est vite redondant et c'est bien quand on est petit, mais à un moment donné, il faut dépasser ça. Moi, j'ai un premier souvenir de King où quand j'allais faire les courses avec ma maman le samedi, on allait au rayon livres du supermarché et je voyais toujours marqué Stephen King, le maître de l'horreur, et ça m'attirait beaucoup. Et autour de 8-9 ans, elle m'a mis un stop en me disant c'est trop tôt. Et vers 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça, elle m'a dit OK. Et on a acheté à cette époque-là les premiers que j'ai lus, on en a pris 2. On a pris Cujo et La petite fille qui aimait Tom Gordon. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et j'ai adoré les 2 livres. Et je me suis dit, de toute façon, vu qu'il y en avait toujours 25 ou 30 que j'avais pas lu, autant au fur et à mesure, aller en piocher d'autres, quoi. C'est parti comme ça. Ouais. Écoute, c'est un peu la même chose pour moi. C'était les courses avec la mamie le vendredi. Et on terminait toujours par le rayon livre. Et j'avais un livre par semaine ou toutes les 2 semaines. Oui. Ça a commencé comme ça. Et comme quoi les blurbs, même si l'étiquette le maître de l'horreur, on peut la contester, comme quoi au moins ça permet aussi d'attirer des gens. Ouais, exactement. Ouais. Et donc ça t'a amené à partir, t'as évolué, t'as lu beaucoup de livres par la suite. Et donc la page, je vais revenir à la page Twitter. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer la page, à développer, de où c'est parti? Moi, j'ai vite eu un côté un peu obsessionnel. En plus, c'était les débuts d'Internet, donc à chercher toutes les infos que je pouvais trouver sur cet auteur. Parce qu'au fur et à mesure où je lisais, je trouvais qu'il faisait des choses très différentes et
toutes me plaisaient. Donc je me suis dit, je vais continuer à tout lire. Et il y avait tellement de choses à lire qu'en fait, ça devient presque une boulimie. Donc on commence à chercher des informations sur Internet. Il n'y avait pas Wikipédia à l'époque, donc on essaye de fouiller. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je viens d'une famille où on a fait peu d'études et peu de longues études. Moi, j'avais appris à parler anglais parce que je m'amusais à traduire des chansons que j'aimais bien. Donc du coup, j'ai commencé à apprendre l'anglais comme ça. Et je me suis rendu compte que si on parle pas anglais et qu'on est fan de King, en tout cas c'était le cas il y a 10 ou 15 ans, tout n'était pas traduit en français. Il y avait du club Stephen King qui à l'époque traduisait déjà des choses et on en avait parlé. Je lui avais dit, écoute, je vais faire un compte Twitter Stephen King France. Est-ce que tu traduis pas? Moi, je le fais juste sur un Twitter, des publicités, des petites news comme ça sur des adaptations. Je fais ça. Et j'ai commencé il y a 10 ans, ça a fait 10 ans au mois d'avril, là, donc j'ai commencé en 2011. Et depuis, comme tu l'as dit, le truc m'a un peu échappé. Ça fait beaucoup de petits. Et j'en suis là, voilà. Alors je fais une petite remarque par rapport à Twitter, mais du coup, oui, tu développes aussi sur Facebook et Instagram. Tu fais beaucoup de concours. Oui. Fait des concours régulièrement, ça c'est vraiment chouette pour les fans du King de pouvoir gagner un livre mais ouais je vois passer régulièrement et pour tous les fans je voulais te remercier pour ça. Ah, c'est gentil. Parce que toutes les pages ne le font pas donc voilà. Ouais, et du coup on peut remercier aussi le livre de poche parce qu'aujourd'hui c'est facile, j'ai 16 000 abonnés sur Twitter donc avoir des livres ou des DVD honnêtement c'est facile et quand j'ai commencé qu'il y avait que 50 personnes qui me suivaient, je suis allée toquer à la porte de tous les éditeurs de King en France et il y a que le livre de poche qui dès le début a joué le jeu et m'a dit ok surtout avec des concours avec 20 livres pour l'été, ce genre de choses et c'est précieux de pouvoir offrir ça aux abonnés donc je remercie aussi les partenaires derrière. Entendu. Alors, j'avais une question à te poser. Après, on va développer sur autre chose. Sur ta page Tipeee, j'ai vu que tu parlais, alors j'ai pas vraiment regardé dans le détail, d'un jeu de société, si je me trompe pas. C'est récent ou j'ai vu ça il y a pas longtemps. Ouais, j'en ai parlé parce que sur la page Tipeee, je développe un peu les contenus que je développe. Et en fait, sur la chaîne YouTube, les seuls contenus inédits que j'ai le temps de faire, entre guillemets, c'est des unboxings. Donc, c'est où j'ouvre des boîtes. Et autour de King, des boîtes à ouvrir, à part des boîtes de DVD, il y en a pas beaucoup. Et en fait, surtout depuis ça, ils ont fait des jeux de société adaptés de l'univers de ça. Donc, on a un Cluedo, un jeu... je sais plus comment ça s'appelle, un peu un jeu de stratégie coopératif à plusieurs. Et là, en français, à la rentrée, il y en a un qui sort toujours sur ça, mais cette fois sur le deuxième volet de ça, où c'est une escape box, où c'est des escape games à faire chez soi. Donc j'en parle sur mon Tipeee parce que du coup, je fais des unboxings sur ma chaîne YouTube. Oui, j'avais vu et je voulais te poser la question du coup, et ça permet aussi aux personnes du coup, de pouvoir aller voir sur le Tipeee, justement. Oui, tout à fait. Bien sûr. Oui. Alors j'ai une question aussi par rapport à ton site internet. Pareil, beaucoup de contenu. Le site, par contre, il a été fait avant, la suite de Twitter, je crois, où tu m'arrêtes si je dis... Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, ouais. Le site, à la base, il y avait vraiment que un Twitter. Je pensais vraiment pas créer un site derrière. Et puis ça avait commencé avec un Tumblr à l'époque, où j'avais quand même besoin d'un support derrière Twitter pour mettre des vidéos ou des bouts de texte un peu plus longs. En plus, Twitter à l'époque, c'était 140 caractères, donc c'est encore plus compliqué que maintenant. Et parce qu'on est des anciens d'Internet. Et pour ceux qui ne savent pas, avant de liker sur Twitter, on faisait des fabs. Et donc j'avais un Tumblr et je l'ai fait évoluer en site. En fait, je l'ai fait évoluer quand King est venu en France, parce que je me suis dit, je vais avoir besoin d'un support plus conséquent pour essayer de faire des dossiers, des photos, reprendre un peu tout ce que dit la presse, etc. Donc j'ai fait un site en 2013, du coup. D'accord. Il a 8 ans, ouais. Enfin là, cette version-là a pas 8 ans, mais j'ai fait un vrai site stephenkingfrance.fr, ça a 8 ans, ouais. Et ouais, ça te permet aussi de tout, que ton contenu ça soit répertorié, voilà, centralise. Ouais, exactement, je comprends. Philippe, on va. Oui, alors voilà, donc Émilie, est-ce que tu pourrais nous présenter maintenant un petit peu le personnage, nous présenter un peu Stephen King, qui il est Moi, King, j'aime bien le présenter en le sortant un peu, alors je l'ai déjà dit, parce que je me répète un peu là-dessus quand on suit ce que je fais sur l'étiquette du maître de l'horreur. Moi, je trouve que ce qui manque beaucoup sur King, c'est
au-delà de l'auteur qu'il est, alors il écrit depuis plus de 40 ans, il y a plus de 50 livres publiés, enfin plus de 50 romans publiés, plus une dizaine de recueils de nouvelles, donc c'est déjà un boulimique de culture parce que quand on lit sur Twitter, on voit tous les films qu'il regarde, toutes les séries qu'il regarde et tous les livres qu'il lit. Et en plus de ça, il a une routine d'écriture où tous les matins, il écrit quoi qu'il arrive. Donc, du coup, il publie, on est une publication, au moins un roman par an. Là, on est plutôt sur un roman court, enfin, sachant que les romans chez King, c'est des gros romans, donc c'est du 600-700 pages. Un roman, ce qu'il appelle un roman court, c'est du 200-250 pages qui, chez certains autres auteurs, sont des romans classiques, si je puis dire, et une ou deux nouvelles dans des magazines à gauche, à droite. Donc déjà, c'est un boulimique de culture, il prend et il donne aussi beaucoup en échange. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez King aussi, c'est l'être humain, et c'est un peu ce qui a permis son compte Twitter, c'est de montrer aussi que c'est quelqu'un avec beaucoup d'humour, quelqu'un très très cynique, et ça c'est vraiment un régal parce que quand on lit sur Twitter, on retrouve un peu ce qu'on trouve dans ses livres quand ils sont bien traduits sur vraiment un côté un peu pince sans rire, un peu où il aime un peu piquer les gens, mais pour rire avec nous. Et aussi, c'est un merveilleux philanthrope, et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, parce que beaucoup de personnes, moi, me disent mais King, il vit à Hollywood, il se rend pas compte. Non, King, en fait, il vit dans le Maine, il a une petite maison, il a un manoir dans le Maine, quand même, parce qu'il faut bien vivre confortablement aussi. Il a une villa en Floride où il va, un peu comme tous les retraités du Maine, en hiver, parce qu'il fait trop froid dans le Maine. Et en dehors de ça, il est avec sa femme Tabitha, ils ont leur 2 chiens, il fait ses courses tout seul, et voilà. Et en fait, une bonne partie de l'argent qu'il reçoit aujourd'hui des adaptations et des livres, il les donne à des fondations, il les donne à des œuvres pour, quand des tempêtes passent, là, quand il y a eu le Covid aux États-Unis, pour aider les plus démunis à avoir à manger, aider des centres d'accueil à essayer de régler les problèmes de fuite d'eau, reconstruire des bibliothèques, construire des piscines, etc. Et pour moi, en fait, l'homme King est indissociable de l'auteur King, et c'est ce qui fait, je pense, Julie, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, tu me diras que quand on est fan de King, on est encore plus fan de lui quand on comprend aussi la personne qui a derrière, et du coup à qui on donne notre argent quand on achète un livre ou quand on va voir l'adaptation au cinéma. Et ça, c'est très très précieux. Quand on le présente, j'y tiens beaucoup. Parce qu'on présente plus l'auteur, on sait c'est Shining, c'est Carrie, il y en a d'autres pas connus, mais les gens connaissent King en fait. Au moins sur cet aspect grand public, les gens connaissent. Alors il a écrit aussi sous un pseudonyme, sous le pseudonyme de Richard Bachman. Oui, tout à fait. Donc, alors, il y a la peau sur les os, des choses comme ça. Ouais. Il a écrit, il y a plusieurs raisons pour avoir écrit sous ce pseudonyme-là, notamment à l'époque, les éditeurs étaient un peu frileux pour faire sortir 2 King par an, vu qu'il a toujours beaucoup écrit, il a toujours voulu beaucoup publier, et même s'il avait beaucoup de succès, les éditeurs avaient d'une part peur que ça noie un peu le marché, que les gens se lassent, ou que du coup le succès d'un livre ne profite pas à l'autre, enfin cache un peu l'autre. Et il y a aussi des raisons très techniques d'impression à l'époque où on pouvait pas non plus imprimer autant de livres qu'on voulait d'un auteur qui vendait beaucoup. Et du coup, lui, il en a profité un peu pour se tester, parce qu'il a été connu très vite. Son premier roman publié, ça a été Carrie, qui a tout de suite été adapté par Brian De Palma, qui en a fait un magnifique film d'horreur, mais qui, comme pour beaucoup d'adaptations, s'est concentré quand même beaucoup sur l'aspect horreur. Donc très vite, King a eu cette étiquette d'auteur d'horreur, parce que quand on est... Après, il est difficile à adapter, parce qu'il fait beaucoup dans la psychologie des personnages, et en un film, c'est impossible de rendre compte ça de son œuvre écrite, en fait. Donc c'est normal de faire des raccourcis. Mais et du coup, il s'est dit, lui aussi, d'avoir cette occasion de faire un pseudonyme, parce qu'il faut qu'il publie, enfin, il veut publier 2 bouquins par an, donc il doit faire un pseudonyme. Il s'est dit, bah, comme ça, je testerai si je vaux quelque chose sans mon étiquette de Stephen King. D'accord. Voilà. Et puis, il s'est fait découvrir au moment de... il est en train d'écrire Misery et La part des ténèbres, il s'est fait découvrir à ce moment-là. D'accord. Oui, puis je trouve que c'est un style un peu différent quand même, Richard Bachman. Oui. On est plus on est moins dans l'horreur, on est moins dans le fantastique. Ouais, on est plus dans des... On est vraiment en train de dénoncer des travers de la société, parce qu'il y a ça aussi beaucoup, la politique, l'écologie, le capitalisme, les mensonges, la guerre du Vietnam, etc. Oui, on est plus là-dessus. Ouais. Ils sont plus durs aussi, du coup. Ils sont vraiment durs. Je pense par exemple à Marche ou Crève, que j'avais particulièrement apprécié. C'est vraiment, vraiment excellent. Là, on est plus sur de la politique. Oui, complètement. Sur la description d'une dictature, en fait.
Ouais, c'est tout à fait ça. Bah, moi, je vais en parler forcément un peu des adaptations. Enfin, je vais parler de différentes saisons, donc automatiquement, voilà, il y aura quelques petites choses à dire. Après, sur les adaptations cinéma, oui, il y a eu il y a eu beaucoup de films, évidemment. Certains que j'ai aimés qui ont été très bien, enfin, dont les romans ont été très bien repris, d'autres non. Bon, le meilleur alors je parle pour moi, après chacun pourra développer. Pour moi, la meilleure représentation, ce sera La Ligne verte. Ouais. Aussi bien dans l'histoire que le casting en général. Le casting, il est magnifique. Les personnages, je les ai vus quand j'ai vu le film, j'ai dit mais c'est exactement ça. J'ai autant pleuré en voyant le film qu'en lisant le roman, pour dire que c'était vraiment très très bien joué, très très bien adapté. Ouais. A contrario, j'ai été déçue, après encore chacun son avis là-dessus, de Dr. Sleep. Ouais. C'est le dernier que j'ai été voir, ouais. Où là, j'ai pas... Bon, le film est pas mauvais, mais j'ai pas compris pourquoi autant de changements. C'est l'adaptation qui t'a le plus déçu? Ah ouais. Okay. Bah, on parlera de la tour sombre tout à l'heure. Ouais, ok, on a pensé pareil. En fait, si j'avais pas lu le roman, ouais. Si j'avais vu le film séparément, j'aurais dit ouais, le film est sympa. Là, j'ai lu le roman avant, j'ai été voir le film après. J'ai pas compris. La fin, pour moi, elle n'a rien à voir. Enfin, il y a plein de petites choses qui n'ont pas été reprises sur l'histoire en elle-même. Enfin, je vais pas détailler pour ceux qui l'auraient pas vu. Mais voilà, je pense que c'est ma grosse déception en film adapté. Il y a un gros parti pris sur Dr. Sleep parce que je pense que tu vas en reparler de Shining, mais du coup, vu que King, il n'a pas aimé le Shining de Kubrick, quand il a fallu faire l'adaptation de Dr. Sleep, qui est le livre de King, qui est la suite à son Shining à lui et pas au Shining de Kubrick, évidemment, le réalisateur, il a voulu rendre hommage au Shining de Kubrick et en même temps adapter le bouquin de King, sachant que King a aussi fait Dr. Sleep pour essayer de se réapproprier un peu son histoire à lui. Donc il a été obligé de demander à King l'autorisation, pour les changements, et 2, pour réintégrer un peu l'univers graphique de Shining de Kubrick. Il lui a fait signer un papier en mode c'est ok, je te fais pas de poursuite, tu reprends un peu de Kubrick, quoi. Donc moi je trouve qu'il a bien réussi l'équilibre, mais en effet en termes de adaptation strictement vis-à-vis du livre de King, on s'y retrouve pas trop, quoi. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Bon, après, je n'irai pas plus loin. Regardez le film, lisez les romans, et puis on en reparlera plus tard. Tout à fait. Donc sinon, toi, Émilie, quelle est l'adaptation que tu as préférée de... Est-ce qu'il y en a une, si tu devais en citer qu'une? Ouais, moi j'ai un chouchou énorme. J'en ai même une citation de tatouée là. Bon, on va pas bien voir, mais... Ici, là, j'en ai une affiche dans mon salon. C'est Les Évadés, qui est l'adaptation de la nouvelle Rita Hayworth, c'est la rédemption de Shawshank. Qui, en fait, c'était mon film préféré quand j'étais enfant, parce que ça fait partie des films qui passaient sur M6 le mercredi après-midi ou le mardi matin quand on était malade et que notre maman nous laissait devant la télé parce qu'il faisait froid. Et avec les Langoliers, etc. Et Les Évadés, en fait, pour moi, c'était un de mes films préférés avant que je me rende compte que c'était une adaptation de King. Et c'est quand j'ai commencé à lire tout King et que je suis tombée sur la nouvelle dans le recueil Différentes saisons que j'ai compris que c'était King. Et où là, ça m'a jamais quitté, quoi. Vraiment, c'est la plus belle histoire et c'est une adaptation incroyable. Je m'en laisserai jamais, je pense. Je pense qu'il dure 3 heures, mais je m'en laisserai pas. Oui, c'est vrai qu'il y a eu du bon et du moins bon, quoi, dans les adaptations. Ouais. Alors moi, par exemple, j'avais adoré Stand By Me. Oui. Et par exemple, si on prend le Cimetière, bon, c'était la première adaptation. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle adaptation de Carrie qui va sortir bientôt. De Carrie, là, ils sont en train de faire Charlie. Carrie, ils ont refait déjà, ouais. Il y en a plein. Après, des projets, il y en a dans tous les sens. Faut voir ce qui aboutit. Et alors, sinon, l'adaptation de ça, les derniers films. Ouais. Ça, tu as aimé, tu as apprécié? Moi, on avait eu un téléfilm, 2 téléfilms déjà aussi. Ouais, alors moi je fais partie de ceux qui n'ont pas trop grandi avec les premiers téléfilms, donc j'étais pas très attachée au clown version Tim Curry. Je l'ai vu très tard, donc ça me parlait pas trop, ça avait un peu mal vieilli pour moi. Et là, les récents chapitres de ça, le premier, je le trouve incroyable, je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien. C'est une des plus belles adaptations qu'on ait fait de King ces 10 dernières années, avec la série Mister Mercedes.
Et le deuxième un peu moins bien, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à rattraper, beaucoup de choses, d'éléments à recoller ensemble. Et vu que c'est pas des enfants, il y a aussi peut-être pas la même alchimie à l'écran parce que King est quand même très très doué avec les histoires avec des enfants. Les enfants. Oui. Ouais, et le premier est magnifique, l'histoire est incroyable, les jeunes acteurs et l'actrice sont vraiment géniaux. En plus ça a fait beaucoup de bien à l'image de King parce que ça a ramené quand même beaucoup de nouveaux lecteurs, des personnes qui soit ne lisaient pas de King ou soit ne lisaient pas tout court et se sont dit mais cet univers-là il est intéressant, donc je vais essayer de me mettre au bouquin. Donc il y a vraiment les adaptations, on peut dire ce qu'on veut. En termes de quantité ou quoi, mais je trouve qu'elles servent vraiment le matériau d'origine et elles servent vraiment à un peu populariser King en dehors d'un truc strictement horreur aussi. Ouais. Oui, alors dans les séries, on a eu Dome aussi dans les séries. Ouais. Non, ouais, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Ça partait fort, je vais dire, et après ça traînait un peu longueur. Bon. Ouais, après la première saison, ils se sont un peu éloignés du bouquin, donc ils se sont un peu perdus. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcément faire un truc strictement comme King l'a écrit pour que ce soit bon, mais ils se sont vraiment un peu perdus. Oui, c'est bien ce que je pense aussi. Ouais, on reparlera tout à l'heure de l'adaptation de La Tour Sombre. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Donc là, on va accueillir. Donc là, maintenant, on va vous présenter quelques livres qui nous ont particulièrement plu de Stephen King. Et on va accueillir Pascal qui va nous parler de Désolation. Bonjour Pascal. C'est mieux si je branche le micro. Bonsoir à tous, bonsoir Émilie, bonsoir Julie, Pascal. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Pascal, Stephen King pour toi. Stephen King, écoute, alors j'ai écouté Émilie tout à l'heure, et moi Stephen King, ma première rencontre avec Stephen King, je devais avoir 11 ou 12 ans, et c'était Cujo. C'est le premier livre que j'ai lu de Stephen King, et je crois d'ailleurs que c'est le premier thriller que j'ai lu de ma vie, parce que Cujo c'est un thriller, alors un thriller, on se dit un chien, des gens coincés dans une bagnole, on arrive à faire un livre avec ça, oui, on arrive à faire un livre, on arrive à faire un excellent livre, et je crois que c'est le premier livre que j'ai lu où vraiment je me suis rendu compte qu'on pouvait projeter des images très fortes avec un livre. Et on n'avait pas besoin d'une télé, on n'avait pas besoin d'un écran de cinéma, quelques mots bien mis ensemble permettaient vraiment de vivre des moments incroyables de suspense, de tension. Donc voilà, ça c'était mon premier livre, Cujo. Émilie, toi aussi, donc tu avais Cujo et... oui, et La petite fille qui aimait Tom Gordon. Ouais. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un peu plus âgé que vous et que Julie, parce que moi, les chairs de poule, j'étais déjà un petit peu vieux. Je pense que Julie, c'est pareil. Donc ça, je les ai zappés, effectivement. Alors... c'est le premier thriller. Alors, moi, ma rencontre avec King, elle s'est faite aussi à travers Lovecraft, hein, puisque King est un grand fan de Lovecraft, mais je vais en parler rapidement. Et c'est vrai que moi, King, il était dans une pile de livres, avec des Dean Koontz aussi, avec des Graham Masterson, avec des Clive Barker, voilà, donc... voilà, King fait partie des auteurs qui ont peuplé mes cauchemars, on va dire ça comme ça, parce que ces livres sont quand même pas pour les enfants, c'est pas de la bitlit, hein, c'est plutôt de la littérature adulte en fonction des livres. Alors, je pense que nos auditeurs se sont dit, Pascal, il va nous parler obligatoirement du livre de King qui parle peut-être le plus de la vie extraterrestre, c'est Dreamcatcher. Eh bien non, c'est pas celui-là que j'ai choisi, bien que ce soit un excellent livre, effectivement. Enfin, je parle sous le contrôle d'Émilie et de Julie, mais je crois que c'est le livre où il met le plus en avant les extraterrestres, quand même, Dreamcatcher. Oui. Oui, on peut dire ça comme ça. Il leur donne forme carrément, puisqu'ils sont là, quoi. Hein. Et les Atomic Knockers aussi, quand même, qu'on peut citer oui, c'est vrai. Les extraterrestres. Mais après, Dreamcatcher, il est particulier parce qu'en plus, il l'a écrit. King en 99, il a eu un grave accident, il a été renversé par un van et il a fini à l'hôpital, il a vraiment frôlé la mort et il était sous morphine et il a écrit Dreamcatcher à la main sur son lit d'hôpital, sous morphine, en train de souffrir le martyr. Et quand on le sait, en lisant ce roman-là, on comprend aussi un peu qu'il soit un peu, moi je le trouve un peu compliqué à lire, Dreamcatcher est un peu compliqué à cerner. Mais après oui, il y a les Atomic Knockers aussi, qui est un autre qui est très en lien avec les extraterrestres. Et les Atomic Knockers, il l'a écrit à l'époque où il était drogué. Donc est-ce qu'il part pas dans ces délires-là uniquement quand il est sous influence, à savoir, à voir. Ouais. Atomic Knockers, il y a 2 livres, je crois, ou 3 même, hein, non, il y a... c'est un bouquin, mais la première édition en France, ils en ont sorti... Oui, c'était en 3 tomes.
Tout à fait, ouais. Je dois avouer que je ne les ai pas lus. C'est peut-être pour ça que... ça pourrait être clair. Non, mais Dreamcatcher, ce qui est intéressant, il y a tout le Barnum, quoi, tout le Barnum extraterrestre, l'armée, tout ça. Enfin, je vais pas le pitcher, hein, mais c'est vrai que c'est un très bon livre. Alors, c'est vrai que j'aurais pu parler aussi de It, enfin de ça, parce que là, encore une fois, les choses sont dites assez clairement, et c'est pas toujours le cas dans les livres de Stephen King, puisque la chose semble venir de l'espace. Donc, mais j'ai pas choisi It. Et puis j'aurais pu choisir aussi la nouvelle qu'il n'a jamais écrite. Alors il faut savoir que Michel Houellebecq a écrit un livre, un essai sur Lovecraft, et c'est Stephen King qui a accepté de faire la préface de cet essai, et il explique dans cette préface qu'en fait il y a une histoire qu'il n'a jamais écrite. C'était une histoire qui aurait dû s'appeler L'Oreiller de Lovecraft. En fait, dans son histoire, il a écrit lorsqu'il était à Providence, il avait fait une convention, je crois, c'est ça, Émilie, hein, je parle sous votre contrôle, à Providence, donc la ville de Lovecraft. Et il s'était monté une histoire, il va chez un brocanteur qui a l'oreiller de Lovecraft, et voilà, mais bon, il dit qu'il l'a jamais écrit, donc c'est pas celui-là. Non, le livre que j'ai choisi, c'est Désolation. Alors Désolation, je parle encore une fois sous le contrôle d'Émilie, de Julie, de Philippe, je pense que c'est pas le livre le plus connu de Stephen King quand même, non ? Non, c'est vrai. Et je trouve que c'est pas justifié. En fait, à partir du moment où ils n'ont pas été adaptés, ils ne sont pas très connus du grand public. Vous demandez à des fans, ils vont connaître. Mais quand le grand public, non, si le nom n'est pas sorti au cinéma, a priori, ils ne l'auront pas. Et ça, c'est un petit peu un mystère pour moi, parce que, alors, je vais vous lire le pitch de Désolation, il est assez court, hein, en plus, ça se passe dans le Nevada, zone 51, donc voilà, il y a quand même un rapport, mais enfin, le pitch, en fait, le résumé, la Route 50 coupe droit à travers le désert du Nevada, sous un soleil écrasant, on y entend que le jappement lointain des coyotes. C'est là qu'un flic étrange, un colosse aux méthodes très particulières, arrête des voyageurs sous des prétextes vagues, qui les contraint de le suivre à la ville voisine. Désolation, et le cauchemar commence. Voilà, ça c'est le pitch du livre. Je vais pas trop non plus le dévoiler, mais moi je trouve que il y a tout ce qui fait le succès de King, en général, c'est des situations assez quotidiennes, assez classiques, et l'étrangeté vient de se mettre dans un décor qui, somme toute, est assez classique, hein. C'est-à-dire que King, il n'a pas besoin d'aller dans un château hanté, il n'a pas besoin d'aller dans l'espace. Lui, il part du quotidien, et ça part en cacahuète, et c'est tout à fait ce qui se passe dans Désolation. Ce qui est intéressant aussi dans Désolation, c'est qu'il y a cette notion de mal, le mal, M-A-L, hein, totalement incompréhensible, mais en même temps, je trouve qu'il n'y a pas de manichéisme dans ce mal. Le mal est là, il existe, il vit et il survit comme tout à chacun, ce qui lui fait prendre des décisions qui pour nous sont, assez violentes, assez dramatiques, mais encore une fois, un peu comme dans It, tout simplement, la créature essaie de vivre tout simplement. Et puis dans Désolation aussi, il y a une partie qui est importante dans les livres de King, c'est l'enfance, puisqu'il y a un enfant qui s'appelle David, qui est un petit peu quand même, à mon sens, la clé du livre, sans trop le pitcher aussi, et qui est vraiment un personnage central, et qui va peut-être un petit peu débloquer la situation de tous ces naufragés de la ville de Désolation. Voilà, donc moi, si j'ai un King à vous conseiller, justement, sortez peut-être un petit peu des sentiers battus, et lisez Désolation, je pense que vous allez passer un très bon mauvais moment, voilà. C'est exactement ça. Voilà. J'ai tout dit sur Désolation. Eh ben écoute Pascal, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste rajouter un truc sur Désolation ? Je t'en prie. En fait, Pascal, vous disiez qu'on y retrouvait un peu tout ce que King sait faire, et il y a un truc qui est, alors moi que je trouve délicieux chez King, c'est que tout son univers est connecté, et je pense qu'on en reviendra quand on parlera de la Tour Sombre à la fin. Et Désolation, il a son pendant qui a été écrit sous le nom de Richard Bachman, qui s'appelle Les Régulateurs, et où en fait c'est les mêmes personnages dans deux univers parallèles différents, donc avec des destinées différentes. Et ils sont sortis tous les deux le même jour, ils ont été publiés le même jour. Ça, je l'ignorais. Ouais. Je l'ignorais, effectivement. Ce truc de King, de connecter toutes ses œuvres. Alors, soit c'est des choses très flagrantes comme ça, ou soit c'est, par exemple, dans 22 novembre 63, c'est l'histoire de J.K. Ping, un professeur d'anglais qui retourne dans le passé pour essayer d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Et en fait, pendant son voyage dans le passé, il rencontre les enfants de ça, qui ont les enfants de Berry dans ça. Voilà. Chez King, tout est comme ça, tout est connecté, c'est une immense toile d'araignée. J'ignorais qu'ils étaient sortis le même jour, mais alors est-ce que les Régulateurs a pas un petit peu mangé la lumière pour Désolation, justement, parce que les Régulateurs, il y a eu
des téléfilms. Enfin, il a été pas mal. Non, c'est les Langoliers, ça. C'est Langolier. C'est les Langoliers, oui, effectivement. Non, aucun des deux n'a été adapté. Et si je dis pas de bêtises, quand il a sorti Les Régulateurs, son pseudonyme avait déjà été dévoilé. Donc il l'a sorti un peu de façon post-mortem pour dire on a retrouvé un livre de Richard Bachman, sa femme a retrouvé un bouquin, donc elle le publie. Et il l'a sorti un peu comme ça. D'accord, j'ignorais cette information, effectivement. Voilà. Bon, alors il y a 2 livres à lire, donc c'est Désolation et moi. Il faut que je trouve Les Régulateurs pour compléter ma culture, effectivement. Merci beaucoup, Pascal. Alors, on continue un peu notre voyage. On va accueillir Marie-France maintenant. Bonjour Marie-France. Bonjour à tous, bonjour Émilie. Alors Marie-France, de quoi tu veux nous parler ? Je vais vous parler de Shining. Alors tout simplement parce que quand j'étais un petit peu plus jeune, même si je suis pas forcément très vieille, mais quand j'étais un peu plus jeune, je me faisais des soirées avec mes copines, on faisait des soirées films d'horreur et on avait choisi comme film Shining, voilà, pour une soirée. Et on l'avait choisi un peu au hasard, on s'était dit bon, ça a l'air sympa. On était jeunes, hein, moi je connaissais pas trop forcément ces romans encore. Et là en fait, on a été tétanisés quand on a passé une super soirée finalement, complètement tétanisés. Et à partir de là, en fait, voilà, j'ai découvert l'auteur. Donc après, je me suis plongée dans le livre et petit à petit, voilà, c'est comme ça que j'ai connu finalement Stephen King. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc voilà, j'ai vu le film, j'ai lu le livre après, donc avec quelques petites différences, mais bon, ça reste quand même semblable hein, sur l'histoire. Enfin voilà, très 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 chouette quoi, très très chouette. Alors sur le film, on a l'interprétation de Jack Nicholson qui est absolument fantastique. Incroyable. Qui est absolument incroyable, comme souvent avec Jack Nicholson. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est vrai que Jack est un des personnages quand même principaux de l'histoire. Alors pour rappeler un petit peu voilà le synopsis, c'est Jack et Wendy, sa femme. Enfin, après, Émilie, tu me dis hein, si je me trompe dans les noms. Mais voilà, c'est Jack et Wendy, sa femme, qui arrivent donc avec leur enfant Daniel dans ce fameux hôtel. The Stanley Hotel, voilà, c'est ça. Le Stanley, c'est là où ça a été tourné, et le Overlook, c'est le nom dans l'histoire. Ouais. Donc dans le Colorado, et donc ils arrivent, donc voilà, Jack est quelqu'un d'alcoolique à l'époque, qui a perdu son emploi, voilà, ils arrivent dans cet hôtel, il a un nouvel emploi dans cet hôtel un peu perdu, et cet hôtel est en quelque sorte un peu hanté, enfin du moins il y a un grand mystère autour de cet hôtel. Il y a des choses étranges qui apparaissent, et Daniel a une sorte de don, ça s'appelle comme ça, hein, The Don, The Shining, l'enfant lumière en fait, qui capte certaines énergies, etc. Et petit à petit, bon voilà, il dit pas forcément les choses à ses parents, il dit surtout pas les choses à son père parce qu'il aime beaucoup son père, et il a conscience en fait que son père vient de perdre son emploi et que c'est important pour lui de garder cet emploi à l'hôtel. Et petit à petit, Jack, voilà, change complètement le personnage évolue énormément, quoi. Il commence à délirer un peu. Et c'est vrai qu'il y a une menace. Moi, ce que je trouve intéressant, outre l'histoire, bon, qui fait peur aussi d'une certaine façon, il y a vraiment Stephen King tourne vraiment il centralise en fait sur la cellule familiale. Ouais. Il y a vraiment une menace qui pèse sur l'enfant, sur Daniel, Danny entre guillemets. Et l'histoire est bien. Et c'est vrai que Jack évolue vraiment au cours de l'histoire. C'est très très intéressant, quoi. Moi, c'est là où j'ai un souci avec l'adaptation, parce qu'autant Jack Nicholson, je trouve que c'est un acteur incroyable, mais je trouve qu'il a été très mal dirigé par Kubrick là-dessus. En fait, il a été pris juste après Volutio Nadine Coucou, où il jouait déjà un rôle très extrême, très fou, très vraiment dans la force comme ça. Et en fait, et tu le dis très bien, Marie-France, dans le roman de King, c'est un personnage qui évolue, parce qu'en fait,
chez King, l'horreur c'est toujours un prétexte pour montrer quelque chose. Et là, en fait, l'hôtel, c'est un prétexte pour montrer son alcoolisme et son angoisse de la page blanche, à quel point ça le transforme aussi lui-même, et à quel point ça transforme sa vie en drame familial. Il devient violent envers son enfant, envers sa femme, et du coup, il sombre dans l'alcoolisme. Et l'histoire de Shining, c'est ça. Et Kubrick, il s'est loupé, pour moi, et sur l'histoire. C'est un film que j'adore, mais côté adaptation, on peut en reparler. Et aussi Jack Nicholson, la première fois on le voit dans le film, on le voit quand il est dans le bureau du directeur, je crois, de l'école, quand il est en train de se faire virer, ou alors quand il se fait recruter, je sais plus. Mais il est déjà fou, en fait. Il est déjà fou, et au final, l'interprétation de Jack Nicholson, elle évolue pas tant que ça au fil du film, ou en tout cas, il est déjà un peu borderline dès le début du film. Oui, alors que dans le livre, cette évolution, elle est vraiment flagrante. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Tout à fait, oui, tout à fait. De le voir sombrer petit à petit, Oui, c'est intéressant. Et puis de voir aussi, enfin moi, c'est ça qui m'avait marqué, c'est aussi, alors dans le film, bon, c'est une chose parce qu'on a le visuel, bon, il y a la musique, donc c'est vrai que moi j'avais été assez tétanisée par ça. Mais une fois que j'avais lu le livre après, c'est vrai que Daniel qui est, enfin, cet enfant un peu qui est sage, qui est compréhensif, qui est sensible finalement pour son jeune âge et qui comprend en fait ce que vivent ses parents et notamment son père. Et je trouve qu'il y a toute un peu un voile de douceur autour de lui qui voile son père se dégrader. Et enfin voilà, moi ça m'avait touchée aussi, surtout dans les mots du livre, quoi. Oui, il est très bon pour ça, King, pour décrire un peu ce qui se passe à l'intérieur de ses personnages. C'est ça, oui. Ouais, alors, Marie-France, il y a une scène de Shining que tu devrais retenir. tu dirais laquelle? C'est vrai que le problème, c'est que j'ai le visuel du film je pense qu'il me hante encore un petit peu. Parce que ça a vraiment été mon premier film d'horreur, quoi. Et je pense que le moment où Daniel se fait poursuivre par son père, et qui lui dit Danny, ça m'avait je le fais très mal parce que je crois que j'ose pas le faire mais ça m'avait vraiment choquée. Donc je crois que voilà, le visuel prime en fait sur un chapitre, une scène du livre, parce que j'ai cette image qui me reste en tête, et les mots comme ça, Danny, ça m'avait, enfin après voilà, dans le livre c'est aussi très bien dit, mais c'est vrai que je trouve que c'est une scène qui est marquante, et je pense que même si c'est quand même un livre et un film qui date un petit peu, au final il y a plein de gens qui quand on dit Danny savent sans forcément connaître que ça fait partie de tel ou tel film, mais qui connaissent en fait ce mot, et je pense que enfin moi ça m'avait marqué, et je pense que ça marque aussi d'autres personnes, quoi. Voilà. Et il dit très bien en plus, hein. La scène où il défonce la porte avec la hache, ça a été repris dans plein d'autres films. Oui, voilà. C'est un grand classique. Ouais. Alors, moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand il tape à la machine et qu'il écrit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ah, là, on touche vraiment la folie du personnage. Et en fait, on se dit qu'il pourrait très bien ne rien y avoir de surnaturel dans tout ça, que c'est juste l'histoire d'un homme qui sombre dans la folie et dans l'alcoolisme. C'est complètement ça. Exactement. Et c'est ça qui est bien fait, je trouve, quoi. Et c'est pour ça que le livre m'avait vraiment marqué, parce qu'on voit vraiment cette évolution de Jack, et je trouve que c'est ça qui est très intéressant à retenir, quoi. Ouais. Voilà. Alors il y a eu aussi 2 téléfilms, un téléfilm en 2 parties. Oui, c'est vrai. Que Stephen King préférait. Stephen King avait préféré les téléfilms aux films. Alors oui, parce qu'en fait, King, il a racheté Kubrick. Enfin, il a pas du tout. Il y a eu. Ils se sont pas compris. King une cassure quelque part. Ouais, sur le film. Il y en a un qui dit que parce qu'il y en a un qui était en croisière, donc ils n'arrivaient pas à se contacter avec les téléphones de l'époque, machin. Et en fait, Kubrick a fait un film dont King ne voulait pas, et l'a quand même sorti. Et King a très très vite craché sur le film de Kubrick, et c'est vraiment, pourtant il y en a eu des mauvaises adaptations, et Kubrick, pour moi c'est pas une très bonne adaptation, mais c'est un très très beau film, et King a été et est encore aujourd'hui très très dur avec Kubrick sur cette adaptation. Et en fait King a racheté les droits de son propre roman à Kubrick, avec en échange, dans le contrat, il y avait marqué que du coup King, il avait plus le droit de cracher sur le film de Kubrick en échange de récupérer les droits. Et il a fait lui-même son propre téléfilm qu'il a scripté. Et c'est et j'ai perdu son nom. Et c'est son ami qui a fait aussi
Shining, comment il s'appelle, celui qui a le podcast, enfin bref, je dois retrouver le nom, mais c'est un ami à lui qui a réalisé le téléfilm Shining en 2 parties qu'on connaît aujourd'hui. Donc oui, il le préfère parce que c'est lui qui l'a écrit, mais c'est là aussi on se rend compte que c'est un bon auteur, mais c'est pas un très bon scénariste, quoi. Enfin, c'est pas le même métier. Ah, c'est différent, C'est ça. c'est différent. Marie-France, est-ce que tu veux ajouter autre chose sur Shining? Non, sur Shining, non, voilà. Ou sur Stephen King en général Après, bah voilà, en fait, moi, j'ai vraiment découvert Stephen King comme ça, via cette première soirée de films d'horreur entre copines. Donc après, voilà, après, j'ai lu les livres, tout ça. Et c'est vrai que c'est un auteur que j'aime bien. Et puis, je le trouve assez... je pense que c'est... Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c'est quelqu'un de vraiment passionné. Je sais qu'il voilà, il fait des apparitions aussi dans les films. Et ça, je trouve que... Enfin, je sais pas, ça c'est comme si on extirpait un peu les mots. Et enfin, il y a vraiment quelque chose pour moi de très sensible, de très passionné chez cet homme. Et ça j'admire. J'admire la passion qu'on peut avoir. Voilà, donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui... Chapeau, quoi, que j'admire. Bon, et ben merci beaucoup Marie-France. Merci Marie-France. Avec plaisir, merci à tous. Alors, on continue le fil de notre émission. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Julie. Eh bien oui. Voilà, donc Julie, à toi. Alors, me concernant, j'aurais pu faire le choix d'un roman, donc à proprement parler, d'une simple histoire, mais non. Donc j'ai fait compliqué, j'ai choisi différentes saisons. Je l'ai lu il y a très longtemps. Donc il y a 2 histoires dont j'ai des vagues souvenirs. Donc je vais plus m'attarder peut-être sur donc le titre exact, Espoir éternel, printemps, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Donc sur celui-ci et sur Été de corruption, un élève doué. Alors, il faut savoir que les 3 premières histoires que je viens de citer, en fait, ont été adaptées au cinéma. La dernière, raconte divers la méthode respiratoire. Alors celle-ci, franchement, je n'ai que très peu de souvenirs. Je préfère vous le dire, l'histoire en elle-même ne m'a pas marqué. Donc, Émilie, tu pourras nous en reparler si tu veux. Donc voilà. Donc sur le premier, donc Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, donc effectivement adapté au cinéma sous le nom des Évadés, dont on a parlé au début de l'émission. Donc pour faire court, on a donc ce personnage qui est Andy Dufresne, qui est un jeune banquier et qui est emprisonné donc au pénitencier de Shawshank pour le meurtre de sa femme et de son amant. Quand on lui demande pourquoi il est incarcéré, il répond toujours qu'il est innocent. Donc il connaît des débuts très difficiles dans ce pénitencier, mais sa situation va vite changer puisqu'il va réussir à se rendre indispensable à l'administration de la prison par ses connaissances en matière de fiscalité notamment. Entre-temps, il demande à Red, donc, qui est un détenu, qui s'occupe de fournir aux autres divers produits de contrebande, donc cachés, bien cachés et distribués lors de la distribution des livres. Enfin, bon, je vais pas tout raconter si vous n'avez pas vu le film. Et donc, Andy Dufresne demande à Red de lui trouver une affiche de Rita et un petit casse-pierre, puisqu'il a la passion de sculpter des pierres. Donc, je vais m'arrêter là peut-être pour pas raconter la fin. J'ai lu donc différentes saisons en premier. Et Les Évadés, c'était un pur hasard. Je suis tombée sur le film il y a très longtemps. Je ne savais pas que c'était l'adaptation du roman. Ah oui. Donc je commence à regarder, puis bon, l'histoire s'enchaîne, il y a des petits détails, et puis à un moment donné, je me dis, mais je suis en train de vivre une sensation déjà vue, c'est pas possible. Bon, je continue de regarder, et là je dis, mais oui,
mais lui, il va lui demander le poster. Et derrière le poster, il y a un trou. Mais non, mais tu connais pas le film. On n'a jamais vu le film. Si, tu verras. Si, ça cache le trou. Il est en train de creuser un trou derrière. Si. Je dis, ah, tu vois, t'avais raison. Et j'ai cherché. Alors déjà je ne savais absolument plus que c'était dans différentes saisons. Impossible de retrouver le titre. Et puis voilà. Alors, c'était une petite anecdote comme ça, mais comme quoi les adaptations, quand on ne sait pas, quand on tombe dessus, on se remémore certains détails et puis c'est super marrant, quoi. C'est des moments de vie incroyables. En plus, elle est très fidèle, jusque dans certains dialogues qui sont rendus mot pour mot. Ouais, non, c'est impressionnant. Cette adaptation, elle est vraiment très bonne. Mais Franck Darabont a vraiment fait des très belles adaptations de King. Hein. De toute façon, c'est parmi les meilleurs. Et encore ce casting, toujours, génial. Hein. Les acteurs, vraiment fidèles, c'est incroyable. Ouais. Alors que c'est marrant parce que Andy Dufresne et Red, ils correspondent pas vraiment à la description physique. Parce qu'Andy Dufresne, il est décrit comme blond, mince et un peu rachétique, un peu un physique de victime, comme on pourrait dire en tout cas dans les fictions. Et alors que l'acteur, Tim Robbins, il est très grand, il est mince à l'époque, mais il est assez impressionnant. Et Red, en fait, il s'appelle Red, donc il est joué par Morgan Freeman parce que il est roux et parce que c'est un Irlandais. Et donc là, on prend une personne noire américaine pour jouer un Irlandais. Donc physiquement, il ne colle pas, mais dans l'interprétation, il y a quelque chose du personnage, la psychologie des personnages, très, très, très bien. Que peu importe le physique, aujourd'hui, il y a encore des débats sur et ils prennent une Holly Gibney noire alors qu'elle est blanche dans le roman, machin. Et peu importe, en fait, c'est l'interprétation et comment c'est écrit, et comment c'est dirigé derrière qui compte. Et s'il y a bien une adaptation qui nous le prouve, c'est Les Évadés. Exactement. Pareil, le film, là, je savais ce que je regardais, hein, pour le coup. Sur un élève doué du même nom. Hein. Ils ont pas changé le nom pour l'adaptation cinématographique. Alors, un élève doué, c'est quand même particulier à lire. L'histoire en elle-même, c'est particulier. Donc là, on a un petit garçon, un élève qui s'appelle Todd Bowden, si je le prononce bien, qui a 13 ans et qui reconnaît un jour par hasard un ancien criminel nazi qui s'appelle Kurt Dusander. Il a l'air d'un vieil homme inoffensif, normal. Hein. Jamais on pourrait croire que c'est un ancien criminel de guerre. Hein. D'ailleurs, Kurt Dusander n'utilise pas ce nom, mais celui d'Arthur Denker. Donc à l'époque, le Todd Bowden est fasciné par cette époque de l'histoire, par cette période de l'histoire, pardon. Et il va commencer à faire chanter l'ancien nazi en lui demandant de lui raconter ses expériences en tant que responsable d'un camp de concentration. Donc là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Le vieillard, donc, qui est l'adolescent, commence à nouer une relation un peu étrange de dépendance l'un envers l'autre. D'ailleurs, ça se ressent dans les notes et le travail à l'école de Todd, parce que ces notes commencent à baisser. Et du coup, pour contrebalancer, le vieil homme se fait passer pour son grand-père auprès du conseiller scolaire pour que ses parents ne se rendent compte de rien. Et là, à partir de là, Todd et Dusander commencent chacun de leur côté à tuer des sans-abri pour assouvir leurs pulsions violentes. Donc l'histoire elle-même, comme je le disais, est vraiment particulière à lire. L'adaptation, alors j'ai de très vagues, ça fait très longtemps que je l'ai vue. Donc j'ai quelques souvenirs. Pour moi, elle n'était pas si mauvaise que ça. En revanche, ils n'ont pas été aussi loin, je pense, c'est mon avis, dans la violence qu'on pouvait ressentir dans la lecture de cette histoire-là. Ouais, ils sont peut-être un peu auto-censurés parce que... Je pense. Elle est à lire. Alors en plus, quand on est européen, je sais pas comment les Américains vivent ça quand ils le lisent, mais quand on est européen, on est quand même très très marqué par l'histoire de cette guerre et par ce qui s'est passé dans les camps de concentration. On l'a appris à l'école très très tôt. Et à lire, non, elle est terrifiante parce qu'on sait
là, il n'y a pas de doute, on a beau savoir, Carrie, le harcèlement à l'école, on sait que ça existe et tout, mais ça, on sait que ce sont des faits historiques, et que, en effet, les personnes qui ont torturé les gens dans les camps de concentration, c'est des personnes qui ont sans doute continué à torturer et à tuer après. Tout à fait. Et là-dessus, vu qu'il écrit très bien et qu'en plus, il nous fait rentrer dans la psychologie des personnages, quand il arrive à nous faire rentrer dans la psychologie de monstres qui ont réellement existé, en fait, en le lisant, on en ressort pas très bien parce en fait, on perd la limite entre la fiction et le réel. Et là, on n'est plus vraiment dans la fiction quand il fait ça. Donc, il peut mettre assez mal à l'aise là-dessus parce qu'il est très, très bien écrit. Ouais. Vraiment particulier, mais oui. Et le film, en effet, il y a un très très bon acteur, Ian McKellen, qui joue Kurt. Il y a des scènes de mémoire qui fonctionnent très bien, notamment il retrouve son costume à un moment donné, et il se remet à faire la marche et le salut nazi, et ça fonctionne très bien parce qu'on voit très bien un peu la mécanique dans laquelle il est pris avec l'enfant. Après, oui, ils ont été obligés de faire un truc moins dur que le bouquin. Je me dis, c'est peut-être pas plus mal. Je pense aussi. Ça va quand même assez loin. L'histoire est un peu particulière et dure à lire. Mais cette histoire d'anciens nazis, pareil, je veux dire, pour du King, c'est assez. Je vais pas dire que c'est nouveau, mais ça sort un peu du périmètre. C'est assez inédit, et au final, ça aurait pu être un Bachman, en fait. Parce qu'il n'y a pas de fantastique, il y a une vraie dénonciation politique, historique. Ça aurait pu être un Bachman. C'est ça, exactement. Donc, différentes saisons. Ensuite, on avait également donc l'automne de l'innocence. Donc, oui, j'ai quelques souvenirs aussi. Donc, je vais raconter brièvement. Donc, en 1960, on a donc un groupe d'enfants, donc Gordon Lachance, si je me trompe pas, 12 ans. Et c'est donc ses 3 meilleurs amis qui donc profitent des derniers jours de vacances, c'est l'été, etc. Et sans le vouloir, ils prennent part à une conversation entre Vern et son grand frère, ainsi qu'un ami à lui. Et il s'agirait, il y aurait un corps en fait d'un garçon disparu qui se trouverait le long de la voie ferrée à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville. Donc ils décident de partir à la recherche du cadavre, faisant croire à leurs parents que ils ont tous des problèmes d'ordre divers. Ils inventent des choses comme un groupe d'enfants, dans les histoires de Stephen King. Donc ils disent à leurs parents qu'ils campent tous chez Vern. Donc, ils suivent les rails de la voie ferrée. Ils commencent un périple de plusieurs jours, dans lequel il y aura plusieurs incidents, certains comiques, d'autres pas vraiment, et à la suite duquel ils vont définitivement, encore une fois, ça fait penser à tous les groupes d'enfants qu'on a pu lire dans King, sortir de l'enfance, mais d'une manière particulière. Alors, donc cette histoire a été adaptée au cinéma. Moi, je ne l'ai pas vue. Je ne connais pas le titre. C'est Stand By Me. Il faut que tu le vois. Voilà. Ce film, il est vraiment incroyable. Il vit très très bien en plus. Maintenant, il faut le voir. Avec une bande son qui est aussi incroyable. Assez incroyable. Ouais. Et avec un casting, quand tu regardes, tous... non, alors il y en a... River Phoenix est décédé, mais tous, ils ont fait d'autres choses après, quoi. Donc on les connaît en plus, les gamins. D'accord. Écoutez, je regarderai ça. J'ai lu, je le relirai peut-être avant quand même, pour me replonger et puis faire la comparaison. Oui. En plus, c'est une nouvelle, c'est assez court, elle est rapide à lire, elle est vraiment très très chouette. Je pense qu'en plus, c'est une bonne lecture d'été, tu vois, parce que il n'y a pas de sujet trop grave, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de... aucune des nouvelles de ce recueil n'est fantastique de toute façon, mais en plus, elle est très autobiographique dans les anecdotes. Il y a plein de petits trucs qui arrivent aux gamins, et ça arrive à King, l'histoire des sangsues dans la rivière et tout, c'est des vraies histoires de son enfance, donc elle est cool aussi à lire pour ça. Et non, l'adaptation est incroyable, il faut le voir. Bon. Vraiment. Je m'en occupe, je me le note. Alors, la dernière histoire, là, je suis sincèrement désolée, mais je vous le dis clairement, la méthode respiratoire. Alors, je l'ai lu, mais alors, elle m'a absolument pas marquée. Donc, c'est l'histoire du docteur McCarron,
qui fait partie d'un groupe un peu bizarre, un groupe new-yorkais, dans lequel il se raconte des histoires un peu macabres. Et un jour, donc, McCarron raconte quand il était jeune médecin, il y a donc une jeune femme qui s'est adressée à lui, du nom de Sandra, qui lui a demandé de suivre sa grossesse, alors qu'à l'époque, elle était mère célibataire, et ce qui n'était pas très très bien vu. Et sincèrement, j'ai aucun souvenir. Je te compte sur toi, Émilie, pour me remémorer cette histoire, parce que en plus c'est la dernière de différentes saisons, et j'ai été plus marquée par les 3 premières que par la dernière. Elle est un peu particulière parce que tout ce qu'elle a de vraiment intéressant, c'est sa fin. Alors je vais peut-être pas la raconter là, mais en fait toute la partie où cet homme est dans un club où on se raconte des anecdotes et des histoires bizarres, elle est intéressante quand on a lu La Tour Sombre, parce qu'elle est intimement liée à La Tour Sombre. Et ça, si vous voulez comprendre, on en a parlé. Moi, je fais partie du podcast Le Roi Stephen, et on a fait les 4 nouvelles de différentes saisons. Et dans la nouvelle La méthode respiratoire, je vais un peu plus loin. Une fois que vous l'avez lu, vous pouvez aller écouter, comme ça, je spoilerai rien ici, mais on va un peu plus loin sur pourquoi c'est lié à La Tour Sombre. Et l'intérêt qu'elle a vraiment, c'est un peu la chute à la fin, un peu comme une vieille blague où on comprend pas où on va jusqu'à ce qu'on ait la chute. Et c'est pas un truc qui s'adapte. Je pense qu'elle pourrait être adaptée, mais peut-être en roman graphique ou en comique. Elle serait intéressante, mais en film ou en série, il y a pas assez de matière. Au final, il se passe pas vraiment grand-chose et rien n'est expliqué. Donc non. Bon. Je comprends aussi que après. C'est peut-être pour ça que j'ai pas retenu. Ouais, quand tu fais le corps, Rita Hayworth et un élève doué, que tu te prends ces 3 chefs-d'œuvre en pleine tête et que tu as la méthode respiratoire à la fin, je comprends que ça passe un peu à la trappe. J'ai relâché la pression à la fin. Ouais, exactement. C'est ça. J'ai pas retenu. Non. Mais, je te remercie pour ton éclairage, du coup. Je t'en prie. Julie, c'est bon sur différentes saisons. Non, je n'ai rien à ajouter. Bon, ok. Donc, c'est à moi maintenant. Alors moi, j'ai découvert Stephen King d'abord à travers ses recueils de nouvelles. Donc, et particulièrement Brume. Brume, je trouve que c'est qui contient des nouvelles assez incroyables. La nouvelle, c'est un genre assez difficile à manier en fait, et je crois que Stephen King c'est vraiment le maître de la nouvelle. Je me rappelle par exemple de La balade de la balle élastique, qui est complètement délirante. Mais c'est pas de ça que j'ai décidé de vous parler. Je vais pas vous parler de ça ce soir. Donc pour moi, Stephen King, on peut pas parler de Stephen King sans parler de La Tour Sombre. Alors, La Tour Sombre, c'est très très difficile de pitcher La Tour Sombre. Je pense qu'Émilie sera d'accord avec moi. C'est impossible. C'est impossible parce que c'est un univers, c'est un monde assez incroyable. Donc, alors La Tour Sombre, c'est de Dark Tower. C'est 8 romans. Donc, je vais vous donner les titres. Hein. Donc, il y a Le Pistolero, de Gunslinger. On a les 3 cartes. The Drawing of the Tree. Alors moi je parle pas très bien anglais, c'est malheureux, j'aimerais bien pouvoir lire en fait Stephen King en version originale, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite il y a Terre perdue de Westlands, Magie et Cristal, Wizard and Glass. On a Les Loups de la Cala, Wolf of the Cala, Le Chant de Susanna, Song of Susanna, The Dark Tower, donc la Tour Sombre. Et on a aussi donc La Clé des Vents. Alors La Clé des Vents, chronologiquement, c'est... Émilie, tu me diras, je crois que c'est entre le 4 et le 5. Ouais, c'est ça. La Clé des Vents. Tout à fait. Voilà, donc alors, Stephen King dit que l'idée de base lui vient d'un poème de Robert Browning, qui c'est donc L'écuyer Roland à la tour noire s'en est venu. Voilà, c'est ça qui lui a donné l'idée de cette saga. Alors La Tour Sombre, c'est une saga qui raconte donc une quête. Donc c'est la quête de Roland Deschamps en fait, qui recherche la Tour Sombre. Alors la Tour Sombre, c'est le pivot de tous les univers en fait. Donc Stephen King s'est inspiré de Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand pour son principal personnage.
Donc il dit aussi que voilà, il s'est aussi inspiré du Seigneur des Anneaux et de la légende arthurienne en fait pour écrire ça. Donc on trouve pas mal de références à d'autres romans dans La Tour Sombre. Hein. On a des personnages comme ça qui viennent d'autres romans. On a Salem, on a le Fléau, on a Insomnie, on a le Talisman, Désolation donc, et Cœur perdu en Atlantide aussi. Donc, alors, Stephen King, il pensait qu'il finirait jamais cette saga. Et donc, comme nous disait tout à l'heure Émilie, il a eu un très très grave accident en 90, il a frôlé la mort. Et donc, il s'est inspiré un petit peu de cet accident, il l'a inclus dans son roman. Et apparemment, ce serait cet accident en fait qui l'aurait convaincu de finir en fait. Il voulait pas laisser cette œuvre inachevée, et c'est ça un peu qui l'aurait convaincu de finir La Tour Sombre. Alors, pour le pitch, c'est difficile. Roland Deschamps, c'est le dernier d'une lignée de guerriers, en fait, qui est originaire de Gilead. Donc, Gilead, c'est une contrée qui a disparu. Et donc, il est à la recherche de la Tour Sombre, qui est le centre de tous les univers. Et de cette tour partent donc ce qu'il appelle des rayons, en fait. Et c'est ces rayons qui maintiennent tous nos univers, en fait, puisque The Dark Tower, ça se passe dans différents univers, en fait. Il passe d'un univers à un autre. C'est très dense, c'est très... Alors, il est accompagné par 3 personnages dans sa quête. Donc il y a Eddie Dean, donc c'est un ancien héroïnomane de New York, donc qui va chercher dans un univers, dans un univers parallèle, dans une scène assez hallucinante où il voit à travers ses yeux. Ouais. Donc il y a Susanna Dean, donc qui devient l'épouse d'Eddie par la suite. C'est une Afro-américaine qui est amputée des 2 jambes parce qu'elle a été poussée par un fou sous le métro. Et donc elle a la particularité d'avoir une double personnalité en fait. Odetta Holmes, qui est une femme riche, éduquée, et Detta Walker, qui est vulgaire, qui haït les blancs, qui est d'une extrême violence. Ensuite, on a Jack Chamber, donc c'est un jeune garçon de 11 ans que Roland considère comme son propre fils, on va dire. Alors, cependant, il va quand même le laisser tomber je crois que c'est à la fin du premier roman, mais il va quand même aller le rechercher par la suite. Et ensuite, on a Hot. Alors, Hot, c'est une espèce de petit animal, c'est un bafouilleux. Donc, c'est un petit animal qui parle, qui a la possibilité c'est une capacité assez limitée, c'est un peu comme un perroquet de parler, en fait. Qui forme ce que Stephen King appelle un quartet. Donc, c'est un groupe de personnes qui sont unis par des liens très très forts. Et donc ces personnages ils vont vivre des aventures absolument incroyables, donc ils vont se dérouler à travers différents univers. Donc des fois on est dans un univers qui est assez proche du Far West en fait, mais on rencontre aussi par moments des technologies très 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 avancées, comme Blen le Mono par exemple, qui est un monorail qui roule au-delà de la vitesse du son. Ou alors les gardiens des rayons, qui sont des espèces de robots géants qui sont totalement improbables. Donc voilà, donc c'est très difficile il faut le lire en fait. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Émilie, là-dessus La Tour Sombre, je pourrais en parler des heures. En plus, je suis en train de le relire, là, je suis en pleine... j'en suis au tome 6, donc j'ai bientôt fini, vu que l'histoire de La Tour Sombre, elle se clôt au tome 7, même si en effet, on a la clé des vents, qui est une petite histoire qui se passe entre le 4 et le 5. La fin de La Tour Sombre, c'est le tome 7, donc moi, je suis au 6. On pourrait dire plein de trucs. En effet, lui, Roland, c'est un pistolero, donc il évolue dans un monde, on atterrit dans son monde à lui quand on commence à lire La Tour Sombre, donc il évolue dans un monde qui est un peu style western post-apo. Et après, Eddie, Susanna et Jake, ils viennent de notre monde à nous. Il me semble qu'ils viennent tous les 3 de New York, mais à des moments du temps différents. En fait, il va les chercher, il trouve des portes qui lui permettent de venir dans notre univers à nous, et il les récupère un peu tous à différents moments de la ligne temporelle. Après, La Tour Sombre, il y a d'autres trucs. Il y a à peu près King, en effet, tout ce qu'il sait faire de bon, il l'a mis dedans. Donc au fil des 7 tomes, on a vraiment, c'est ça, on a un peu de SF avec ces personnages, très technologiques, très à la pointe de la technologie. On a un peu de western, on est un peu en ville, on est un peu des fois avec des enfants. On a vraiment un peu tout ce qu'il sait faire. Et à côté, quand on est fan de King, c'est une œuvre essentielle parce que, tu l'as très bien dit au début, il y a des œuvres qui dépendent complètement de La Tour Sombre et inversement.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit Insomnie, en fonction de si on a lu La Tour sombre ou pas, on le comprend pas du tout de la même façon, parce que quand on lit Insomnie sans avoir lu La Tour sombre, on va le voir avec le spectre qu'on a aujourd'hui de ce qu'on pourrait penser que sont les méchants. Et quand on lit La Tour sombre, on sait en fait ce que sont les méchants, et ça donne une raison à ce qui se passe dans Insomnie complètement différente. Et c'est ça, quand j'expliquais tout à l'heure que toutes les œuvres de King sont liées, mais elles sont liées par La Tour sombre. Parce que La Tour sombre, dans la fiction, c'est vraiment la tour avec les rayons, et dessus, il y a tous les univers qui reposent dessus. Mais du coup, dans la tête de King, c'est la même chose. Dans la tête de King, il a La Tour sombre, et lui, tout son univers, au centre, il y a La Tour sombre qui se dresse, et donc certains font des liens avec La Tour sombre, mais tous ils font des liens les uns entre eux. Et il y a aussi un lien hyper fort avec. On comprend un peu ça qu'un extraterrestre, on comprend un peu comment il est arrivé, d'où il vient, et on comprend aussi du coup dans ça, on voit Mathurin la tortue, qui est l'ennemi originel de ça et qu'on retrouve aussi beaucoup dans La Tour sombre. On comprend un peu, ça permet d'avoir des réponses à des questions qui nous sont posées dans certains bouquins et qui n'ont pas de réponse dans ces bouquins-là. Et en plus, je trouve que c'est parmi les personnages les mieux écrits, et même ce personnage de Hot, le bafouilleux, qui a un mélange entre un petit chien et un raton laveur. On se rend compte, un peu comme dans Cujo, où il arrive à nous mettre dans la tête du chien. Là, on se prend de sympathie pour un animal qu'on connaît même pas. En fait, La Tour sombre, c'est assez incroyable, c'est un peu long à lire. Il faut se méfier avec le premier tome qui est très indigeste, et on sait pas trop où on va. Il est très difficile à passer. Après, il est très court. Donc je pense que quand on est un peu intéressé par La Tour sombre, il faut réussir à passer le premier tome, et après, une fois qu'on est dedans, ça va tout seul, quoi. Surtout la fin, parce que comme tu le disais, il a eu un accident de voiture. En fait, les 4 premiers tomes, il a mis 30-35 ans à les publier. Et les 3 derniers, quand il s'est rendu compte, en effet, qu'il avait frôlé la mort, il s'est dit, je peux pas laisser ça inachevé, parce il recevait sans arrêt des lettres de personnes qui étaient soit condamnées à mort par la loi, parce qu'il y a encore la peine de mort aux États-Unis, ou soit condamnées dans le sens malade, avec leurs jours sont comptés, qui lui envoyait des lettres pour lui demander de lui raconter la fin, alors que lui-même connaissait pas la fin. Et en fait, il s'est dit, il peut pas m'arriver quelque chose et que j'ai pas clos cette histoire, il faut que je la termine. Et les 3 derniers tomes, il les a publiés en moins de 2 ans, alors qu'ils font, je crois que le dernier, il fait entre 700 et 800 pages. C'est énorme. Ouais. Maintenant, le dernier, c'est un sacré pavé, mais le premier dernier, ouais. Ouais, je suis en plein dans le 6, c'est vraiment, c'est une aventure incroyable. Et je parlais du podcast Le Roi Steven tout à l'heure, on est en train de le lire, et nous, la particularité dans le podcast, c'est que à la base, tout le monde n'est pas fan de King. Donc on a par exemple Pomme, qui avait jamais lu King, ou jamais vraiment, et qui à première vue est pas fan de l'univers de La Tour sombre, qui au début a pas accroché, et au fur et à mesure de la lecture, en dépassant notamment ce premier tome, tombe complètement amoureuse, pas forcément des personnages, parce que Roland, c'est un pistolero, mais c'est quelqu'un de vengeur, un peu d'antipathique, donc c'est un peu un anti-héros aussi, mais qui se prend vraiment à l'histoire, et je pense qu'en fait, il y a tellement de choses dedans que La Tour sombre, ça peut lire à tout le monde. Après, il faut avoir le temps de les lire, quoi, ça c'est sûr. C'est ça. Ouais. Alors, on retrouve aussi des références à Star Wars, à Harry Potter. Ouais. Il y a plein de références comme ça qui passent, oui, à Marvel aussi. Des clins d'œil, des clins d'œil. Docteur Doom, là, notamment, ouais, tout à fait. Oui. Oui, c'est un fan de pop culture, donc il en a mis un petit peu aussi, ouais. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur La Tour sombre ? Comme tu dis, Émilie, on pourra en parler des heures, mais... Le film, est-ce qu'on parle du film ? Alors, oui, oui, donc le film, donc l'adaptation du film, la dernière adaptation, oui, donc qui est assez récente d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Donc avec Idriss Elba et Matthew McConaughey. Qu'est-ce que tu en as pensé, Émilie ? Il y a une difficulté avec cette adaptation. C'est que pour comprendre l'intention qu'ils ont eue avec ce film, il faut avoir fini la saga. Il faut avoir fini de tout lire pour comprendre vraiment ce qu'ils ont voulu faire. Il y a un vrai sens à cette adaptation, peu importe après le fond, ça allait trop vite ou c'est pas ça l'histoire, machin. Il y a une vraie logique qui est un bon postulat de départ. Mais en fait, ils sont allés
ils ont mis, c'est une œuvre trop complexe pour se suffire en un film d'1 heure et demie. Après, le but de cette adaptation-là, c'était de faire une trilogie au cinéma et une série qui complétera à la télévision pour vraiment créer un immense univers. Et ils sont allés tellement vite sur le premier film à pas vouloir prendre le risque de faire un long film pour essayer au moins d'installer une histoire, un peu comme l'avait fait Le Seigneur des Anneaux au final. Le premier est long, il est vraiment super long, mais au moins on comprend où on est, on comprend un peu où on va. Je pense qu'ils se sont vraiment plantés là-dessus et que quand on a lu La Tour Sombre, c'est très très compliqué de se retrouver sur cette première adaptation. Après, moi je suis très triste parce que Amazon avait un magnifique projet d'adaptation en série de La Tour Sombre où on a vu la plupart des scripts, on a vu des images du pilote et la personne qui a écrit ce projet de série a détaillé un petit peu tout ce que lui il avait en tête pour la série. Et ça aurait pu être une très très belle série, mais à Amazon, et je les comprends parce que c'est plus vendeur, ils ont préféré faire la série qui est en cours sur Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'évidemment, c'est plus connu, donc ils ont mis tout leur budget là-dessus. Mais non, le film, il y a des soucis aussi dans l'écriture des personnages, parce qu'on le disait, Roland, c'est un personnage, en fait, ses compagnons de route, on sait tout de suite que lui, pour arriver à la tour et pour avoir la vengeance qu'il veut avoir, il est capable de tuer tout le monde et même ses compagnons de route. Et le Roland du film, il a pas ça, quoi. Il est tout de suite très gentil, très paternel, et Roland, normalement, il est pas comme ça. Et ça, c'est aussi un autre souci parce qu'on a un peu dénaturé les personnages et c'est dommage. Alors il y a aussi J.J. Abrams qui s'était intéressé, qui je crois qu'il avait acheté en 2010, je crois qu'il avait acheté les droits, mais ça n'a pas abouti non plus. Non. Alors je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement ça aurait fait une série magnifique, quoi. Oui, J.J. Abrams, il a produit des super adaptations de King. Il a fait l'adaptation de 22-11-63, dont on parlait tout à l'heure sur l'assassinat de Kennedy. Et là, c'est lui aussi qui a produit la série Castle Rock, qui elle est une série qui n'adapte pas d'histoire de King, mais qui recrée une histoire à partir des histoires de King, en fait. C'est un peu une adaptation de son univers en prenant des personnages et en les mélangeant. Et ça fonctionne très très bien. En plus, il y a beaucoup d'easter eggs parce qu'il y a dans la première saison, il y a notamment l'acteur qui a joué Gripsou, qui est Bill Skarsgård dans les dernières adaptations de ça. Et il y a Sissy Spacek aussi qui a joué Carrie, mais qui du coup là ont des personnages complètement différents, mais c'est une adaptation de l'univers de King. Après, oui, J.J. Abrams, oui, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de pas mal avec La Tour Sombre. Ah oui, c'est. Ouais, alors, c'est dommage. On sait peut-être qu'ils reviendront un jour, on ne sait pas, peut-être qu'Amazon reviendra dessus. Oui, peut-être, ouais, peut-être. Quand on voit le nombre de personnages intéressants, de lieux, Alors après, je ne sais pas si ça intéresserait tout le monde, quoi, parce que nous, on est des passionnés, donc. En fait, c'est quand même une histoire qui est extrêmement complexe, qui se déroule dans plusieurs époques, dans plusieurs univers. On peut s'y perdre dans les livres. Ouais, on peut s'y perdre complètement. Et après, même si le projet de série avait l'air bien, je me dis, est-ce que ça fait pas partie des histoires que j'ai pas envie de voir adaptées, en fait. Je me dis, non, elle est pure, quoi, n'y touchez pas, la gâchez pas, s'il vous plaît. Enfin, plus, arrêtez, quoi. On a eu un film, c'est bon, on a vu que ça a pas marché, on passe à autre chose, tant pis. Tout à fait. Oui, c'est vrai que des fois, il vaut mieux ne pas adapter que, voilà. Oui, il y en a plein d'autres des histoires, c'est pas grave. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de films de Stephen King qui n'ont pas été adaptés et qui mériteraient d'être adaptés. Complètement. Oui. Bon, Julie, on va continuer un peu. Donc là, on vous a présenté quelques livres. C'est une infime partie c'est ce qui nous a le plus marqué, ce qui nous a le plus plu, mais c'est juste une infime partie de l'univers de Stephen King. Donc Julie, on va continuer un petit peu. Alors, Émilie, actuellement, l'actualité de Stephen King actuellement. On a des parutions. On a Après, qui est la traduction du roman court Later, qui sort en novembre, le 3 novembre, je crois, chez Albin Michel. Donc c'est après. Et on a aussi appris en VO, là, le 3 août, sort Billy Summers. Et il sort en français chez Albin Michel, premier trimestre 2022. Donc on a des nouvelles parutions qui arrivent encore et toujours. Là, en moins d'un an, il y aura de nouveaux romans en français à se mettre sous la dent.
Après, en termes d'adaptation, il y a le tournage du nouveau film Charlie vient de se terminer. Oui. On a Paramount qui est en train de faire une franchise de cimetière, donc on a un préquel qui va commencer à être tourné, où on a des nouveaux noms qui sont tombés au casting, ce genre de choses. Mais ça, les adaptations, il y en a toujours de toute façon. Et on a Histoire de Lisée aussi, c'est important de le mentionner, qui vient de finir aux États-Unis, la série, et elle est importante parce que c'est King qui l'a écrite, et pour le coup, elle est plutôt bien écrite parce qu'elle est vraiment très très proche de lui, et elle est vraiment, c'est une série très personnelle, donc elle est intéressante à voir si on s'intéresse un petit peu à l'auteur, elle est intéressante à regarder. D'accord. J'imagine que l'Histoire de Lisée, tu l'as lu jusqu'au bout, pas comme moi. Alors, moi, Histoire de Lisée, ça fait... J'ai du mal. Ouais. Hein. Je reprends, je continue, j'arrête. Ça fait 1 an et demi que ça dure et j'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est dommage. Je me suis forcée. Ouais, ça fait partie. Je pense que c'est le seul King où je me suis dit, à un moment donné, c'est pas possible, je vais arrêter, quoi. Et ça me rassure. Je me suis forcée. Non, il est dur. Vraiment, c'est la grosse première moitié. C'était très, très dur à passer. Et après, ça a été top. Mais il faut passer la première moitié, quoi. Bon, j'en suis pas très loin, ça devrait aller. Courageux. Alors, Émilie, j'avais une petite question à te poser. Est-ce que tu ne trouves pas que dans les derniers romans de Stephen King, il y a quand même une petite baisse de rythme est-ce que tu retrouves toujours le King du début, ou est-ce que... Voilà, moi c'est ce que je ressens. Je ressens quand même une baisse de rythme. Je trouve que les derniers sont peut-être moins bons que les anciens. Je trouve que justement, depuis qu'il a fini La Tour Sombre, j'ai l'impression que quelque part, il a mis un point à quelque chose. Et que les livres d'après sont moins... Je sais pas ce que tu en penses, je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors oui et non. Dans les livres d'après, moi, il y en a que je trouve très très bons, notamment ce qu'on appelle la trilogie Beetlejuice, qui est en fait les 3 bouquins qui commencent par Mister Mercedes, et après on a Carnet Noir, et après on a Fin de Ronde, où là on est sur du policier, avec un peu au fil des tomes tendance fantastique, et moi je trouve ça vraiment excellent. Après, ouais, dans les derniers romans, typiquement l'Institut, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, mais je trouve que ça traîne un peu en longueur. Après, ça peut être juste une phase ou une période. À l'inverse, et là, il a dit que de toute façon, il n'arrive plus à écrire des choses très longues, donc à terme, tant qu'il pourra écrire et publier, il va surtout se tourner vers les romans courts et les nouvelles. Moi, je trouve ces dernières nouvelles vraiment excellentes. Il y a Si ça saigne, enfin If It Bleeds en anglais, qui est sorti pendant le premier confinement. Moi, je le lis en anglais, et j'ai retrouvé vraiment le King que je lisais quand j'étais gamine, et que je lisais Cimetière, et que j'avais peur après sous ma couette le soir, quoi. Donc, ces dernières nouvelles sont vraiment top. Donc, il y a, oui, sur certains romans. Après, c'est aussi une question de sensibilité, évidemment, mais sur les romans courts ou les nouvelles, c'est vraiment, comme tu le disais, Philippe, tout à l'heure, c'est un orfèvre en la matière, quoi. Tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer ? Oui, je l'ai rencontré quand il est venu en France, ouais, en 2013. J'ai eu la chance, je parlais tout à l'heure du livre de poche qui a été le premier à me faire des concours. Là, c'est Albin Michel, qui est son éditeur en France, donc avait organisé toutes les rencontres en France. Ils m'ont permis de venir à la conférence de presse, aux enregistrements. Ils m'avaient gardé une place devant au Grand Rex, etc. Donc j'ai pu lui parler un peu aussi à la conférence de presse. Oui. Et c'est très précieux parce qu'en plus, on sait qu'il reviendra pas. Donc c'était un peu notre seule chance, à part si on va aux États-Unis, une des seules fois où il fait une conférence ou une séance de dédicace. En France, en Europe, en tout cas, on le reverra plus, quoi. Oui, il veut plus revenir en France. Il est venu une seule fois de toute sa carrière. Ouais. Déjà, parce qu'en fait, alors à l'époque, il avait donné plusieurs raisons. Déjà, il a peur de l'avion. Oui, il a peur de l'avion. Traverser l'Atlantique, c'est pas trop sa came. Et de toute façon, il aime pas les bains de foule. Il a ce côté un peu de syndrome de l'imposteur, où il se dit, mais moi, j'écris pour mon plaisir, et j'ai la chance que ça marche, mais si ça marchait pas, j'écrirais quand même. Donc je vais pas aller. Il a ce truc où il est pas très très à l'aise avec la foule et avec sa célébrité. Et en plus, il avait dit à l'époque qu'il trouvait ça très irrespectueux en tant qu'auteur américain de débarquer dans un pays et de se présenter sans parler la langue. Où il disait, moi je parle même pas français, je vais pas venir vous parler et vous comprenez même pas ce que je dis, c'est du manque de respect, quoi. En plus là, il a 73 ans, donc s'il a mis avant 40 ans à venir, il y reviendra plus maintenant. Oui, c'est sûr.
c'est fini, quoi. Il a envie d'être tranquille, là. Il bouge plus trop, hein, même aux États-Unis. Il fait, pour la sortie d'un bouquin, il fait 2-3 plateaux télémax. C'est toujours les mêmes parce que c'est des plateaux télé un peu amis. Et puis, il reste que 3 minutes sur les plateaux télé et il fait une conférence de temps en temps. Et puis, en fait, en vrai, il vit une vie de petit vieux aux États-Unis tranquillement et il va s'amuser et faire coucou sur les tournages de ses adaptations. Et puis c'est tout, quoi. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu vois d'autres auteurs qui dans la même trempe de Stephen King? C'est compliqué parce que pour nos auditeurs qui aimeraient. Alors, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais il est souvent comparé à Maxime Chatham, et moi j'ai un vrai problème avec cette comparaison-là parce que après, j'ai pas lu non plus des milliards d'auteurs, donc il y en a forcément, mais moi je trouve pas en français en tout cas qu'il y ait vraiment des auteurs ou des autrices qui réussissent à nous emmener autant dans les personnages et dans le contexte. C'est-à-dire que ce côté extrêmement visuel dont on parlait tout à l'heure ou sur Cujo, quand on lit, en fait, on a l'impression de regarder un film ou une série. Moi, c'est un truc que j'ai pas encore réussi à retrouver ailleurs. Donc évidemment, j'ai pas tout lu et s'il y a des gens qui ont réussi à retrouver ça, je suis preneuse des noms, vraiment. Après, sur le côté purement horreur, j'ai une petite préférence en France pour Cédric Cyr, hein, anciennement Cyr Cédric, qui fait des romans d'horreur. Déjà, ça se passe en France, donc c'est toujours chouette aussi d'avoir l'impression de connaître un peu les points. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, on parle de Toulouse et tout, donc t'as vraiment l'impression d'être chez toi. Donc, c'est aussi encore plus effrayant parce que tu te dis, en fait, ça se trouve, ça se passe au bout de ma rue. Ça se passe à côté de chez moi. Ouais, complètement. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est très bien écrit et les personnages sont aussi très bien écrits. Donc oui, Cyr Cédric. D'accord. Oui, c'est vrai que Derry dans le Maine, ça nous parle moins que Toulouse. Bah oui. Oui. Et quand on rapporte la fiction au bout de notre rue, c'est aussi, il y a d'une certaine façon, c'est un peu plus prenant aussi, quoi. Alors Derry, c'est une ville qu'on retrouve dans beaucoup de ses romans, mais je crois qu'il n'existe pas. Elle est fictive. Ouais. Elle est fictive. Ouais. Alors, ça me fait penser aussi à une autre série qui s'appelle Heaven, qui est un peu aussi, on retrouve aussi un peu la patte de Stephen King. Ouais, parce que c'est une adaptation libre de Colorado Kid. Ouais, c'est ça. Ouais, qui est un peu une histoire d'enquête et qu'ils ont repris pour le début de la série et puis après ils ont brodé autour. Mais c'est une série qui s'en sort bien, ouais, pour le coup, pour s'être bien éloignée du roman de King, ils ont fait un truc chouette. Ouais, et tu connais Evan, Julie? Moi, non. Non, moi je viens de finir Stranger Things, donc je suis partie, voilà. C'est pas vrai que il y a des clins d'œil aussi, hein. C'est vrai que dans Stranger Things, on retrouve un peu aussi cet univers un peu kingien aussi. Hein. On retrouve une bande de jeunes qui luttent contre quelque chose. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, en plus, il y a un lien avec King parce que les personnes qui ont créé Stranger Things, ils avaient travaillé sur un scénario pour la nouvelle adaptation de ça. Et au final, c'est Andrés et Barbara Muschietti qui ont eu les droits d'adaptation de ça. Et quand ils ont commencé à travailler sur le scénario, ils se sont dit, nous, on veut faire un truc comme Stranger Things. Donc, il y a une boucle Stranger Things, ça, Stephen King, qui peut se faire, en fait. Oui. Donc, on attend la nouvelle saison de Stranger Things. Avec impatience. J'ai hâte aussi. Assez rapidement. Il serait temps. Bon, je crois qu'on arrive un peu à la fin de notre émission. Alors, je vais laisser la parole à Julie. Déjà, Julie, qu'est-ce que tu pourrais rajouter Il est juste génial quand je vois ses tweets. Alors, bon, Trump s'en est pris pas mal pour son compte, hein, ça on va pas, voilà. Hein. Et c'est son amour pour son chien, quoi. Son chien, c'est quelque chose, quoi. C'est super bon. Mais au-delà de ça, moi, j'ai rien à ajouter. Justement, il y a rien à dire. Enfin, moi, j'ai grandi avec lui. Chaque bouquin, c'est un moment de ma vie. C'est juste incroyable, quoi, d'avoir cet attachement pour cet auteur, quoi. Alors, je crois que sa femme aussi joue un très grand rôle dans son écriture. Je crois que c'est elle qui elle lit tous ses livres. Elle est très très importante dans son processus d'écriture aussi. Elle l'a beaucoup aidé, mais il y a toujours cette anecdote où c'est elle qui a sauvé de la poubelle Carrie, parce qu'il a écrit les premières pages et en fait il se sentait pas légitime à écrire l'histoire d'une jeune fille qui a ses règles et qui est harcelée à l'école en tant que vieil homme blanc hétéro du Maine. Il s'est dit non en fait. Et elle l'a aidé là-dessus, donc elle a sauvé le manuscrit de la poubelle. Après elle l'a aussi beaucoup aidé, et ça peut-être qu'on le dit un peu moins.
King, c'est un homme de son époque, en fait. C'est un très bon auteur parce que ce qu'il arrive à écrire, c'est une photographie de son époque, vraiment dans son contexte. Et donc forcément, on peut reprocher à ses premiers écrits des choses un peu sexistes parce que le men à cette époque-là était sexiste et l'est encore certainement un petit peu. Et elle l'a beaucoup aidé. En plus, elle a 3 ou 4 sœurs, je crois. Donc, il est vraiment entouré de femmes. Et elle l'a beaucoup aidé à évoluer aussi là-dessus sur des personnages qu'il a pu avoir un peu sexistes ou vraiment des personnages féminins qui n'étaient pas forcément très bien écrits certaines fois. Et elle l'a aussi beaucoup aidé là-dessus. D'accord. Ça, c'est bien. Il a su, en plus, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, quoi. Il a su l'écouter et la suivre. Oui, on a l'impression qu'il se remet en permanence en question, en fait. Qu'il est toujours dans le doute, en fait. Ouais. Il se questionne beaucoup, c'est ça, dans ses livres, il questionne beaucoup de choses, ouais. D'ailleurs, il avait écrit, je crois que c'est Sagdos, où il écrit un livre, justement, qui parle un peu du processus d'écriture. Ouais. Je crois que c'est un Sagdos, je crois que c'est ces personnages qui prennent vie, en fait, qui font éruption dans sa vie réelle. Oui, dans La part des ténèbres aussi, il fait ça, ouais, tout à fait. Dans La part des ténèbres aussi, ouais. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission, on arrive bientôt à 1h30. En tout cas, Émilie, merci. Un grand merci, Émilie. Merci infiniment, Émilie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Je pense que parler de King quand vous voulez. Je pense que tu as donné envie à plein de nos auditeurs de lire du King s'ils n'en ont pas encore lu, bien que je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà. Je pense que qui n'a pas lu au moins un livre de Stephen King ou vu un film, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui... C'est vrai. Ouais. Voilà. Je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à toi, Philippe. Donc n'hésitez pas, je vous le rappelle, un pouce bleu. Vous vous abonnez à notre chaîne si elle vous plaît. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur le Maybe Planet. Au revoir à tous.